Je remercie le président de l'Université du Mans, M. Pascal Leroux, et le référent à la laïcité Hugo Gaillard pour son invitation. Et je suis ravi d'intervenir ici, où j'ai enseigné pendant 10 ans. Le propos que sur lequel je vous invite à réagir est un propos qui s'inscrit dans une perspective internationale et historique. Et la perspective internationale est dépendante du fait que la France a eu un rayonnement, elle a toujours un rayonnement dans le monde, ses positions sont contestées dans le monde également, donc il y a une forme d'attraction et de répulsion de ce qui se passe en France. Et puis il y a une présence internationale sur le sol français, notamment celle des étudiants, et le nombre de 400 000 étudiants étrangers dans l'université française me semble important à avoir à l'esprit pour saisir une partie de ces enjeux. Et il y a également la circulation des personnes qui est remarquable. La notion et le droit de liberté de conscience ont été construits, intellectuellement, été construits et transmis via des traductions en vue de modifier un double rapport. Le rapport de sujet, c'est-à-dire des sujets individuels, avec les autorités religieuses et les autorités politiques. Donc le cadre dans lequel la liberté de conscience a été pensée par des philosophes, par des juristes, c'est le rapport aux autorités politiques et le rapport aux autorités religieuses. Pendant des siècles, il y avait eu un type de rapport, et la liberté de conscience, comme notion, puis ensuite comme droit, a introduit un nouveau type de rapport, qui n'existait pas ailleurs et avant. Les foyers ou le foyer d'élaboration, ce sont les sociétés de l'ouest du continent eurasiatique, c'est-à-dire en gros de l'Italie jusqu'au Royaume-Uni, avec des différences d'appréciation de ce que peut signifier Gewissensfreiheit, liberty of conscience, liberté de conscience, ou dans la langue italienne, etc. Au début du XVIIIe siècle, la conception qui est ensuite devenue celle qui prévaut à l'heure actuelle, et notamment dans les textes internationaux, c'est la suivante: la liberté à chacune et chacun de croire et de ne pas croire, de pouvoir changer de religion ou de conviction, et ces éléments-là se retrouvent dans la charte de laïcité qui a été présentée il y a quelques minutes par Hugo Gaillard. C'est au début du XVIIIe siècle que la définition est véritablement fixée. La notion existait depuis le début du XVIe siècle et la définition est vraiment fixée au début du XVIIIe siècle. Sa mise en œuvre nécessite encore plusieurs décennies et une fois qu'elle est introduite dans du droit, dans certaines sociétés, elle est contestée. Elle est contestée, y compris pour la remettre complètement en question. C'est ce que je vais essayer de vous montrer en insistant sur la période contemporaine. Le premier conflit mondial, en particulier, a marqué un coup d'arrêt à son expansion. Expansion qui prévalait par le biais de traductions. Je vous donne quelques exemples. À la fin du XIXe siècle, la traduction de cette notion, elle existe en russe, elle existe en japonais, elle existe en arabe. Et à partir du moment où elle est traduite, elle est discutée dans ces langues-là. D'accord ? Donc, elle a été élaborée dans certaines langues, elle est traduite dans d'autres langues et elle est discutée dans ces langues. Il faut attendre la fin du second conflit mondial pour observer une reprise de sa diffusion. Et je vais me placer à ce moment-là et évoquer 3 temps postérieurs à la Seconde Guerre mondiale. Le premier temps sera celui des débats autour de l'article 18 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Le deuxième temps sera celui du moment libéral des années 60. L'année 1968 a été déclarée Année internationale des droits de l'homme. 1968, c'est un jalon assez intéressant ici pour notre propos. Et puis, le troisième temps sera celui de l'analyse de la contestation du principe de liberté de conscience et de ce droit-là, notamment au tournant des années 80 et 90. Et vous voyez que l'ascension que je vous propose
et illustre le fait qu'on n'a pas du tout une histoire linéaire. Ce n'est pas parce que la notion et le droit ont été introduites à un moment donné qu'ensuite il y a une progression linéaire de ce droit-là. Il peut être remis en question, et il peut être remis en question dans des espaces et des sociétés qui sont tout à fait importantes. Premier temps, donc, les débats. Les débats autour de l'élaboration de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Il y a des absents. Au moment de l'élaboration de cette Déclaration universelle des droits de l'homme, il y a des absents, et je commence à parler des absents. Ces absents, ce sont les vaincus de la guerre. Ces absents, c'est l'Allemagne, l'Italie et le Japon en particulier. Et donc, dans le comité de rédaction de la déclaration, il n'y a aucun représentant allemand, il n'y a aucun représentant italien, aucun représentant japonais. Parce qu'ils ne sont pas membres des Nations Unies à ce moment-là. Et c'est significatif dans la mesure où les représentants de ces États seraient considérés, s'il s'agissait des régimes qui ont été vaincus en 1945, des États opposés notamment au principe de liberté individuelle. L'Allemagne était un régime totalitaire, l'Italie un régime autoritaire, le Japon un régime autoritaire, et c'est l'État qui empêchait toute possibilité d'expression de cette liberté de conscience, et notamment de la liberté de critique de l'État d'une manière ou d'une autre. D'accord ? Donc il n'y a pas de représentants de ces vaincus. Il y a des initiateurs. Ce ne sont pas les grandes puissances, les États-Unis d'Amérique, l'Union soviétique, le Royaume-Uni, ou même la France, même si son statut de grande puissance est discuté en 1945-1946, ce ne sont pas ces grandes puissances qui ont dit « mettons-nous autour d'une table et rédigeons une déclaration universelle des droits de l'homme ». Ce sont des puissances de second rang sur le plan militaire ou sur le plan géopolitique. Il ne s'agit pas ici de parler de la nature de second rang, mais du plan militaire ou géopolitique, qui demandent à réfléchir à ça. Ce sont des organisations internationales, on ne les appelle pas encore ONG, mais qui disent nous devons réfléchir sur un document qui nous permettrait de dire quel est notre socle commun, être humain, à nous, être humains, sur toute la surface de la Terre. Pourquoi les très grandes puissances ne sont pas très enthousiastes au départ? Eh bien parce qu'elles savent qu'elles sont en contradiction avec une partie de ces principes. Par exemple, le Royaume-Uni ou la France savent très bien, c'est-à-dire les représentants gouvernementaux du Royaume-Uni de la France, savent très bien que les principes qui sont considérés comme prévalents en métropole ne valent pas dans les colonies. Et donc ce hiatus entre le droit en métropole et le droit dans les colonies suscite évidemment un malaise qui apparaît pendant la phase de rédaction. Pendant la phase de rédaction, il y a le début de la guerre d'Indochine. Pendant la phase de rédaction, il y a la guerre d'indépendance de l'Indonésie, et il y a un représentant néerlandais donc, qui est confronté à cette réalité-là. Donc vous voyez ici, ce hiatus est problématique pour les plus grandes puissances. Et aux États-Unis d'Amérique, c'est cette ségrégation légalisée dans certains États qui fait que la présidente du comité de rédaction, Eleanor Roosevelt, est immédiatement interpellée sur la question de l'inégalité des droits qui prévalent aux États-Unis d'Amérique. Alors ça ne concerne pas la liberté de conscience, mais plutôt l'égalité justement pour ce point-là. Il y a des acteurs qui sont distants. Deux acteurs ou deux représentants qui sont relativement distants. C'est le représentant britannique, en fait il y en a deux, et le représentant soviétique, il y en a quatre, successivement, puisque le processus de rédaction dure 2 ans, ce qui vous montre que les États ou les chefs d'État et de gouvernement de ces deux États ne sont pas très engagés dans le processus de rédaction. Pour le Royaume-Uni, il faut revenir un peu en arrière. Au moment de la Révolution française, et après l'adoption de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, puis des événements politiques et religieux qui ont suivi, il y a des Britanniques qui ont été très enthousiastes
pour dire ce qui se passe en France est très intéressant, nous voulons reprendre un certain nombre de choses. Mais il y a des Britanniques qui ont été très critiques à l'encontre de ceci, et notamment un intellectuel qui s'appelle Edmund Burke, et qui a opposé aux droits de l'homme les droits de l'anglais, en disant « mais les droits de l'homme, je ne sais pas ce que c'est, l'homme, je ne sais pas ce que c'est, cet homme hors sol, je ne sais pas ce qu'il est. Je ne connais que des droits historiques et culturels, c'est-à-dire ceux que l'on a acquis historiquement, construits historiquement, et qui sont les droits de l'anglais. » Cette critique forte, nous allons le voir, elle dure jusqu'à aujourd'hui, hein, c'est-à-dire la critique de l'idée de l'universalité de l'être humain, et auquel on pourrait associer des droits. Donc ça, dans la tradition britannique, c'est très ancré et très fort. Du côté des soviétiques, la critique est double. Elle n'est pas forcément explicite, mais quand on lit ce qui est produit par des intellectuels soviétiques, c'est d'abord la référence au marxisme qui dit que l'être individuel qui pense ses libertés individuelles, cet être libéral, il est contre l'être en commun du marxisme. Un être n'est qu'un être en commun. Et c'est le commun qui prévaut sur l'être individuel. D'accord ? Donc ça c'est la première forme de la critique, d'où des déclinaisons, hein, liberté formelle contre liberté réelle, les libertés réelles étant les libertés collectives, celles qui sont d'abord accordées au prolétariat, etc., etc. Et puis il y a une deuxième dimension, qui est celle de la crainte de voir des droits individuels opposés au pouvoir de l'État. Or, en Union soviétique, l'État contraint les libertés individuelles. En 1948, vous me le concéderez. Voilà pour les soviétiques. Alors, qui sont les acteurs ? Puisque j'ai vu ceux qui n'étaient pas là avec vous, ceux qui étaient des initiateurs, mais sans les nommer, qui sont les principaux acteurs de notre histoire. Eh bien, la présidente elle-même, Eleanor Roosevelt, présidente du comité de rédaction, qui, dans ses mémoires, dit très bien que si l'administration états-unienne l'a nommée là, c'est parce que l'administration états-unienne n'avait pas une grande considération pour la chose. Pour elle, il y a une vraie difficulté à comprendre ce qu'est la liberté de conscience. Aux États-Unis d'Amérique, au moment de l'indépendance des États-Unis d'Amérique, le principe fondateur qui a été préconisé et qui a été inscrit dans des constitutions des États puis de la Fédération des États-Unis d'Amérique, c'est le principe de liberté religieuse et pas le principe de liberté de conscience. Il y avait donc tout au long du XIXe siècle des États qui imposaient à leurs fonctionnaires d'être membres d'une Église. Au niveau de la Fédération, non, mais au niveau de certains États, oui. Le mur de séparation, il prévaut au niveau des États-Unis eux-mêmes, c'est-à-dire de l'État fédéral, mais pas, ça met longtemps pour que ça prévale à l'intérieur de chaque État. Ça, c'est un point important. Et si vous regardez ou scrutez de près le moment du premier congrès qui donne naissance aux velléités d'indépendance des États-Unis d'Amérique, c'est certes une réaction contre le Tea Act, mais c'est aussi une réaction contre le Québec Act, dans lequel le roi donnait des droits aux catholiques au Québec que ne voulaient pas les futurs indépendantistes. D'accord ? Donc on a ici une limite religieuse et l'anticatholicisme au XIXe siècle est fort aux États-Unis d'Amérique, dans les États-Unis d'Amérique. D'accord ? Et ça renvoie à une histoire beaucoup plus longue qui nous ramène aux intellectuels. Les États-Unis d'Amérique, comme la tradition britannique, s'appuient comme figure de référence sur John Locke, et notamment son traité sur la tolérance. Mais son traité sur la tolérance, son épître sur la tolérance, limite cette tolérance à deux groupes, c'est-à-dire elle prévaut pour tout le monde sauf pour deux groupes, les papistes, donc les athées, les catholiques, et les athées. Pourquoi les papistes ? Parce qu'ils ont une autre autorité, donc on ne peut pas vraiment leur faire confiance, et les athées parce qu'ils n'ont pas de croyance, et donc leur serment ne peut pas être considéré comme valide. D'accord ? Donc ça c'est la conception qui est dure, qui est inscrite longtemps dans la mémoire anglo-saxonne, et ce qui fait que Eleanor Roosevelt, elle est liée à cette histoire-là. Elle s'est rendue compte, et elle a conscience que dans la pratique, les États-Unis d'Amérique
leurs différents gouvernements ont eu une conception de plus en plus libérale de la liberté religieuse, quitte à intégrer les catholiques, évidemment, les Quakers, qui faisaient également problème, les juifs et les athées, en disant les athées, finalement, ils ont une religion, la religion de ne pas croire, mais ils ont une forme de croyance, on va dire, pas une religion, une croyance, d'accord? Donc elle ne comprend pas la nécessité d'avoir à côté de la liberté religieuse un autre principe qui est celui de liberté de conscience. Un autre acteur, l'acteur français, René Cassin, très intéressant, c'est un Français dit israélite à l'époque, c'est le langage de l'époque. Et pourquoi j'insiste là-dessus? C'est parce que son rapport au judaïsme est celui qui prévaut dans l'Alliance israélite universelle, qui a été créée en 1860 et qui assume pleinement l'héritage de la Révolution française, mais ce qui n'est pas le cas de tous les Français de confession juive. Un certain nombre de Français de confession juive, à ce moment-là, avant ce moment-là et encore aujourd'hui, disent la Révolution française nous a ôté quelque chose. Quel est le principe qui a prévalu en 1791? Les représentants à l'Assemblée ont dit « Nous, représentants de l'Assemblée, représentants de la nation, nous vous accordons, à vous, juifs, tous les droits en tant que citoyens, mais vous perdez tous vos droits en tant que nation, c'est-à-dire en tant que communauté. » Donc il y a eu du gain et de la perte. Et dans l'héritage, il y a des Français israélites qui disent « Finalement, c'était mieux ». C'est la tradition de l'Alliance israélite universelle qui est portée par René Cassin. Et il y a eu de la perte, et il y a eu un rameau, encore une fois jusqu'à aujourd'hui, qui dit c'est un coût trop élevé. Nous voudrions faire prévaloir des droits communautaires. Et ça ne marche pas, surtout après le moment napoléonien, si vous voulez, où la mise en application a été plus impérative. René Cassin, donc, défend ça, des droits des individus, mais pas des droits de communauté. La troisième figure, celle qui est la plus décisive, est celle de Charles Malek, un philosophe libanais de confession grecque catholique, qui a été formé en Allemagne, aux États-Unis, et qui est professeur de philosophie à l'université, alors ce qui n'est pas encore l'université libanaise, il est professeur de philosophie à l'université protestante de Beyrouth, l'université américaine de Beyrouth, mais c'est l'ancien collège syrien protestant, et il a été nommé par le président libanais. Il ne savait pas trop si c'était pertinent pour lui d'aller là-bas, et c'est lui qui joue un rôle décisif en proposant ce distinguo liberté religieuse, liberté de conscience. Alors j'insiste, parce que dans la constitution libanaise, le texte original, qui est rédigé en français, il y a la notion de liberté de conscience. Mais dans le texte officiel, qui est en langue arabe, il y a la notion de hurriyat al-i'tiqad, ça veut dire liberté de doctrine religieuse. Dont la conséquence, ce texte officiel a une conséquence très concrète. C'est que vous ne pouvez pas être citoyen libanais en dehors d'une communauté confessionnelle. Donc, la liberté de conscience ne prévaut pas au Liban officiellement, en dépit du fait que dans le texte original en français, elle soit inscrite. Vous ne pouvez pas être officiellement un citoyen libanais en dehors des 18 communautés reconnues. Vous ne pouvez donc pas être citoyen libanais bouddhiste. Vous ne pouvez pas être citoyen libanais bahaï. Vous ne pouvez pas être citoyen libanais athée. Vous devez passer par une communauté pour avoir un certain nombre de droits. Donc Charles Malek essaye d'expliquer à Eleanor Roosevelt que si aux États-Unis, cette distinction, finalement, pratiquement, n'a plus de grandes conséquences, au Liban, dans l'ensemble du monde arabe, ça a de très grandes conséquences. D'où l'adoption de cet article « Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction seule ou en commun, tant en public qu'en privé,
par l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement des rites. Adopté en décembre 1948 par l'Assemblée générale des Nations unies, avec quelques réserves. Les réserves sont venues de l'Égypte, qui a dit le problème de la liberté de conscience, c'est que ça autorise des missionnaires partout, et notamment chez nous. Nous n'en voulons pas. Il pensait aux missionnaires chrétiens. Mais le représentant indien lui a dit « Mais vous avez des missionnaires musulmans chez nous, en Inde. Pourquoi vous refusez ce que vous voulez pour vous? Il faut une égalité. » Donc l'Égypte n'a pas voté contre. Le représentant du Pakistan n'était pas content, et c'est le ministre des Affaires étrangères du Pakistan, qui n'avait pas la même confection que le représentant du Pakistan, qui a dit « Mais non, la position officielle du Pakistan, c'est d'être en faveur d'eux. » Le ministre des Affaires étrangères, il était Ahmadi. C'est un rameau spécifique de l'islam qui aujourd'hui n'est plus considéré comme un rameau musulman officiellement au Pakistan. Mais en 1948, ça l'était. Et donc il disait, en tant que musulman, moi je vous dis qu'on peut défendre la liberté de conscience. Le représentant aux Nations Unies était un sunnite qui disait non, ça ne marche pas. Et c'est le ministre des Affaires étrangères qui a fait prévaloir sa voix, la voix de son pays. Et puis il y avait le représentant de l'Arabie saoudite, qui se trouvait être un Libanais maronite, donc chrétien. Et on ne sait pas ce qui a changé sa position, puisqu'initialement il a dit non, mais il s'est abstenu au moment du vote. Ce qui veut dire que la déclaration a été adoptée sans aucun vote contre. Et ça, c'est très important. Y compris, donc, il n'y a pas eu de vote contre de l'Arabie saoudite en 1948. Deuxième temps, alors, vous voyez que dans mon premier temps, j'ai essayé de vous montrer l'importance du rôle de personne, puisque c'était la commande qui était faite. Il y a des personnes qui sont conscientes des enjeux, et puis il y a des personnes qui ne sont pas conscientes des enjeux, avec toutes les implications pratiques au moment de l'élaboration et du vote d'une déclaration de cette importance-là. Le deuxième temps est celui de la fin des années 60, du milieu et de la fin des années 60. Par rapport à 1948, le principal changement, eh bien, c'est l'introduction aux Nations Unies des États qui ont gagné leur indépendance. La fin principale des grands empires coloniaux, notamment néerlandais, français, britanniques, qui a donné naissance à des États-nations qui se sont dotés de constitutions. Et si vous lisez ces constitutions des États indépendants, post-empire européen, vous constatez qu'un grand nombre de principes libéraux ont été introduits dans ces constitutions. Et pour toute l'Afrique francophone, vous avez dans cet ensemble d'États-nations, depuis la Côte d'Ivoire jusqu'au Sénégal vers le nord, et puis au Bénin et autres, vous avez la Centrafrique, vous avez des éléments qui sont très comparables à ce qui prévaut dans la Constitution française de l'époque. D'accord ? Donc ces principes libéraux ont été inscrits dans ces constitutions-là. Première illustration donc de la diffusion. Et vous avez à la fois la notion de liberté de conscience, que l'on retrouve assez souvent, et la notion de laïcité aussi, que vous avez encore, par exemple, dans la constitution du Niger, ou jusqu'à aujourd'hui, et qui est discutée aujourd'hui, précisément parce que, nous allons le voir dans la troisième partie, c'est considéré comme quelque chose qui est venu de l'extérieur. Mais en 1960-61, au moment de ces indépendances, c'est au contraire complètement assumé. La principale particularité de ces années 60, c'est ce qui se passe du côté du catholicisme. Il y a un événement extrêmement important pour l'histoire du catholicisme, qui est le Concile Vatican II. Pendant 4 ans, tous les ans, les évêques du monde entier se réunissent à Rome, 62, 63, 64, 65. Et au cours de ces sessions de l'automne, eh bien, ils discutent d'un certain nombre de textes qu'ils adoptent essentiellement lors de la dernière session, celle de l'automne 1965. Le texte qui intéresse notre propos ici, c'est la Déclaration Dignitatis Humanae,
la déclaration sur la liberté religieuse. Vous notez ici que c'est l'expression liberté religieuse qui a été retenue. Quels sont les enjeux dans l'histoire du catholicisme? Le magistère de l'Église catholique a réagi dès 1790-91 à ce qui se passait en France. Il n'a pas réagi immédiatement à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Il n'a pas réagi immédiatement à la constitution civile du clergé. Mais il a réagi à partir du moment où il a été imposé aux prêtres un serment. Et cette division intra-catholique, puisque certains prêtres ont prêté le serment et d'autres n'ont pas prêté le serment, donc ils ont été réfractaires au serment, est à l'origine déjà du départ du roi, et donc de tout un tas de conséquences politiques et religieuses, et ensuite des persécutions anti-religieuses du moment de la terreur, en particulier durant l'épisode révolutionnaire. Cette réaction, donc, au serment négatif et ensuite aux conséquences de ceci font que le positionnement du magistère de l'Église catholique après la Révolution française est un positionnement négatif. C'est-à-dire, le pape Grégoire XVI, qui était adulte pendant l'épisode révolutionnaire et qui a, depuis son Italie, a très mal vécu et l'épisode révolutionnaire et ensuite la présence des armées de la Révolution dans les péninsules italiennes, en considérant que cette présence française était négative pour les catholiques et pour les Italiens, eh bien, en 1832, il promulgue une encyclique qui s'appelle Mirarivos, et dans laquelle il considère que la liberté de conscience est un principe négatif, mauvais, qui a tout un tas de conséquences négatives. Et il emploie le terme délire au sens de fanatisme. D'accord, délire au sens de fanatisme. Cela situe, si vous voulez, le positionnement du magistère catholique à ce moment-là. Et il a en face de lui des catholiques qui disent « Non, on peut très bien rendre compatible Dieu et la liberté ». Mais ces catholiques-là sont marginalisés, et certains d'entre eux même sont condamnés. Donc on a une tension ici, je parle de Lamennais et de tout l'environnement autour de Félicité de Lamennais, Lacordaire, le refondateur de l'ordre des dominicains et autres. On a vraiment une tension intra-catholique. Mais le courant qui prévaut est un courant non libéral, antilibéral, donc intégral. Et tout au long du XIXe siècle, c'est cette position intégrale du catholicisme qui dit non, ces droits de l'homme sont contre les droits de l'Église, sont contre... Et on le retrouve au moment du syllabus en 64 et au moment du premier concile du Vatican en 1969-1970. D'accord ? La position libérale est une position minoritaire. Elle est portée par Montalembert, par exemple, en France, par Dupanloup après le premier concile du Vatican, et qui dit, finalement, il y a la thèse et l'hypothèse. La thèse, c'est l'idéal de la société intégralement catholique et de l'État intégralement catholique, mais la réalité, c'est une société et un État pluriel et pluraliste. Donc ce débat intracatholique, cette tension intracatholique, elle se dénoue après le premier conflit mondial. Elle a trouvé, en France en particulier, une nouvelle occasion de tension, pas seulement au moment de la loi de 1905, la loi sur la séparation, mais en amont, avec la loi de 1901 sur les associations. Pourquoi ? Parce que la loi sur les associations interdit les congrégations religieuses. Donc c'est une loi considérée comme liberticide. Il y a ensuite des interdictions par décret, avec la loi de 1903, de dizaines et dizaines de congrégations religieuses. Si vous connaissez cette histoire, vous avez 30 000 religieux et religieuses qui sont contraints, parce qu'ils ont une apparence visible, de quitter le territoire français. D'accord ? Donc c'est considéré comme une atteinte à la liberté ici, et ça se résout dans les tranchées. Ça se résout en grande partie dans le cadre de la guerre des tranchées. Puisqu'en 1924, lorsque le cartel des gauches veut réappliquer ces décrets qui ont été passés avant le premier conflit mondial et qui ont été tous suspendu le 2 août 1914, ce qui a permis aux religieux et aux religieuses de revenir, eh bien, il y a une mobilisation populaire pendant 2 ans, de 24 à 26, qui fait que
il n'y a pas de réapplication de ces décrets. Et donc les religieux et les religieuses restent en France. D'accord? Donc ça c'est un moment, si vous voulez, de résolution lié au premier conflit mondial, et puis après au deuxième conflit mondial dans la résistance. À Vichy, vous avez tout le panel politique et religieux qui est représenté, mais dans la résistance, vous avez également tout le panel politique et religieux qui est représenté. Ce qui fait que le programme de la résistance, quand vous le regardez, c'est un programme d'équilibre. Et des intellectuels travaillent autour de ça. René Cassin, il est lié au programme de la résistance, hein, d'accord? Et il y a des catholiques qui sont impliqués là-dedans, pour ne pas parler de quelqu'un d'autre que le général de Gaulle, hein, qui est un acteur important. Ces intellectuels catholiques n'ont pas seulement un rôle en France, qui sont en faveur d'une conception plus libérale du positionnement de l'Église catholique. Ils sont également en Italie, surtout après le second conflit mondial, après la phase du fascisme. En Espagne, face au franquisme, il y a des catholiques libéraux face aux catholiques intégraux. Au Portugal, il y a des catholiques libéraux face aux catholiques intégraux qui soutiennent ces États qui sont des États autoritaires. Et dans l'ensemble du monde, surtout aux États-Unis d'Amérique. Les catholiques libéraux aux États-Unis d'Amérique ont une forte influence sur le concile. Ce qui fait qu'il y a un basculement, un glissement, qui fait que les droits ne sont plus associés à la notion de vérité ou d'erreur, mais à la personne humaine. Et la déclaration, dont je vais citer un extrait, illustre ce glissement. Ce n'est pas la vérité ou l'erreur qui a des droits ou qui n'a pas de droits, c'est la personne humaine qui a des droits. Et l'État doit garantir ces droits pour la personne humaine. Je cite, « Cette liberté religieuse, consiste en ce que tous les hommes doivent être exempts de toute contrainte de la part tant des individus que des groupes sociaux et de quelque pouvoir humain que ce soit, de telle sorte qu'en matière religieuse, nul ne soit forcé d'agir contre sa conscience, ni empêché d'agir dans de justes limites, selon sa conscience, en privé comme en public, seul ou associé à d'autres. » La différence entre la perspective libérale que j'ai décrite dans ma première partie et cette perspective-là, c'est que pour les libéraux, je vais dire, la liberté de conscience est en amont de la liberté religieuse. C'est parce que chacun a la liberté de conscience qu'on peut avoir ensuite une liberté de croire et de ne pas croire. Pour le magistère catholique, c'est une position plus libérale, mais qui part de la liberté religieuse et qui dit que l'État ou n'importe quel groupe ne doit pas contraindre pour qu'on puisse avoir une liberté religieuse. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Pas simplement l'héritage de la Révolution française et la mémoire de la Révolution française. Il y a la manière dont le bloc soviétique a détourné la notion de liberté de conscience. Puisque depuis les années 20, la liberté de conscience en Union soviétique, puis ensuite dans les pays du bloc dit de l'Est, c'est une liberté à mener une propagande anti-religieuse. Une liberté à contraindre, fermer des lieux de culte, etc., etc. Et donc, cette liberté de conscience qui est inscrite dans la constitution de la Russie soviétique, dès la première, cette liberté de conscience est détournée de son sens libéral. Et donc, voilà pourquoi, en 1965, l'Église catholique, alors qu'un quart de l'humanité est sous régime communiste, l'Église catholique pense dans ces termes-là. 1966, c'est la révolution culturelle en Chine. Et la révolution culturelle en Chine, c'est aussi de la persécution anti-religieuse, contre toutes les religions. Donc ici, il ne s'agit pas de quelque chose de théorique, il s'agit de quelque chose d'extrêmement pratique. C'est les écoles qui doivent remplacer les temples, c'est les écoles qui doivent remplacer tous les lieux de culte. La religion doit appartenir au passé. Et donc, il y a ici de manière très concrète une conséquence d'une conception du communisme, celle qui est portée par Mao et son entourage, et il est débordé d'ailleurs Mao à ce moment-là, de persécution anti-religieuse dans un cadre communiste. Il y a un dernier événement pour cette deuxième période, il faut que je tienne mon temps, qui est l'adoption du pacte international relatif aux droits civils et politiques, 1966. Ce pacte international relatif aux droits civils et politiques reprend les termes de la Déclaration universelle des droits de l'homme, mais le texte est plus contraignant. Une déclaration, comme celle de 1948, vous pouvez dire « j'y adhère », mais ça n'a pas du tout d'incidence, si vous ne le voulez pas, dans les codes et le droit de votre État.
quand vous signez un pacte, normalement, vous devez vous engager à mettre en application un certain nombre de choses. Et là, il y a des États qui avaient réagi en 1947-48, qui demandent à ce qu'il y ait une modification dans l'article 18. Je vous lis la nouvelle formulation. Je vous lis l'ancienne formulation, celle de la déclaration, et la nouvelle formulation, celle du pacte. L'ancienne formulation. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction. C'est le début. 1966, le pacte. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit implique la liberté d'avoir ou d'adopter une religion ou une conviction de son choix. Le mot qui a été modifié, c'est le mot « changer ». Donc des États sont intervenus pour que saute le terme « changer ». Et ce sont tous des États dont la Constitution se réfère à l'islam. Parce que ce qui est porté par ces États-là et par les magistères religieux de ces États-là, c'est qu'un musulman ne peut pas quitter l'islam. Un musulman ne peut pas être apostat. Et donc, parler de changer de religion est considéré comme la barrière. Adopter une religion, c'est plus neutre. Mais changer de religion, ce n'est pas possible de l'introduire comme tel. Et nous allons voir maintenant, dans la troisième partie, que c'est non plus du côté du catholicisme, ou du luthéranisme d'ailleurs, parce que la Suède avait dû modifier son droit. Après 1948, le luthéranisme suédois faisait que vous ne pouviez pas être un sujet suédois en dehors du luthéranisme et de quelques églises tolérées. Églises issues de la Réforme, mais pas du catholique. Vous ne pouviez pas être un citoyen et un sujet suédois en dehors de ça. Donc, il y avait des différentes religions qui étaient très concernées par la déclaration de 1948. Dans la dernière phase, nous allons voir que ce ne sont plus les confessions liées au christianisme principalement qui sont concernées, ce sont précisément d'autres religions. Alors, abordons ce troisième temps, les années 80-90. Les libéraux, au tournant des années 80 et 90, libéraux au sens philosophique et politique du terme. Donc ces libéraux, et notamment les intellectuels libéraux dans les années 80 et 90, sont convaincus que le vent de l'histoire souffle derrière eux, c'est-à-dire qu'il les pousse. Preuve, l'effondrement du mur de Berlin. Or, quand le mur de Berlin s'effondre, vers où vont les voitures? Est-ce que ce sont les voitures qui vont de Berlin-Ouest pour se précipiter vers Berlin-Est et adhérer au régime marxiste? Ou est-ce que ce sont les voitures qui partent de Berlin-Est et qui vont vers l'Ouest? Eh bien, c'est le deuxième cas qui prévaut, d'accord? Ce qui montre que le manque de liberté était du côté de l'Est et pas du côté de l'Ouest. Le Conseil de l'Europe se dote d'une commission qu'on appelle Commission européenne pour la démocratie et le droit. Commission européenne pour la démocratie et le droit. Elle est plus connue, cette commission, sous le nom de Commission de Venise. C'est un organe consultatif et qui vise, pour les pays de l'ex-bloc de l'Est, à diffuser, faire comprendre, faire prévaloir le droit libéral tel qu'il est pensé dans l'espace ouest, c'est-à-dire dans l'ex-bloc de l'Ouest. Donc elle est proactive, elle est consultative, mais elle est proactive. Et là encore, c'est une action d'intellectuels ou de juristes, on peut être juriste et intellectuel en même temps, et de juristes qui sont très conscients des enjeux qu'il y a à faire prévaloir les principes de droit individuel, notamment celui de liberté de conscience, et notamment de liberté de conscience en matière religieuse. Donc, les libéraux se disent, ça y est, nous avons l'histoire derrière nous. L'ouvrage de Fukuyama, qui paraît à ce moment-là, n'est pas un ouvrage simpliste comme on l'a caricaturé, mais c'est un ouvrage qui s'appuie sur la conjoncture de ce moment pour dire, vous voyez, le mouvement de l'histoire va vers là. Et on le voit bien, mais quand vous lisez intégralement l'ouvrage, vous apercevez lui, en tant que libéral, puisqu'il est libéral, philosophiquement et politiquement parlant, il dit, attention, il y a quelques signaux rouges qui font que ça n'ira peut-être pas
si vite et si bien que ça, dans le sens qu'ils souhaitent. Dans les sociétés majoritairement musulmanes, ou les sociétés qui se réfèrent à l'islam, le projet qui est porté par les magistères religieux est un projet qui s'oppose, à ce moment-là, de manière explicite, à la conception libérale de l'État et des droits. Je vais vous en donner quelques exemples. Dès la fin des années 50, les hommes de religion, notamment sunnites, mais également chiites, ont multiplié les publications pour dire que les droits introduits dans les sociétés où il y avait des musulmans, majoritairement ou minoritairement, à partir du milieu du XIXe siècle, sont des droits qui sont exogènes à nous. Ce sont des droits qui ont été imposés, ce qui historiquement n'est pas toujours le cas. Parfois, ce sont des droits qui ont été choisis. Dans d'autres cas, ils ont effectivement été imposés. La lecture que font ces hommes de religion, c'est que ces droits ont été systématiquement imposés. Et que même s'ils n'ont pas été imposés par la force des armes, de la colonisation et autres, ils ont finalement été imposés par la colonisation des esprits. Et l'expression en langue arabe qui est tenue, qui est portée, c'est « razwa al-fikri », c'est-à-dire la conquête des esprits. Et donc ces hommes de religion, qui sont majoritaires dans les institutions de formation des cadres religieux, disent « nous devons nous sortir de là pour revenir à un droit antérieur, un droit qui ne prévalait pas avant, qui prévalait avant le milieu du XIXe siècle. Et les traités qu'ils diffusent, les traités qu'ils enseignent, l'enseignement qu'ils proposent est un enseignement qui est fondamentalement fondé sur la contestation de ça. Je vais vous donner une illustration extrêmement concrète. En 1987, paraît un ouvrage qui s'intitule « L'islam et la laïcité face à face ». Son auteur est Youssef El-Qaradawi. Youssef El-Qaradawi est une personnalité de nationalité égyptienne qui a acquis la nationalité qatari et qui est une figure montante du magistère sunnite. Il écrit cet ouvrage contre des Égyptiens laïcs, et notamment un philosophe laïque égyptien qui s'appelle Fouad Zakaria, et qui dit, moi en tant que musulman, j'estime qu'il est très bon que l'État soit séparé des cultes et qu'on fonde le droit sur du droit individuel. Donc Fouad Zakaria, en tant qu'Égyptien musulman, adhère tout à fait au projet laïque tel que... Et Youssef El-Qaradawi lui dit, non, c'est pas possible. Nos deux systèmes sont incompatibles. Il dit, le système laïque est fondé, et c'est vraiment, il a bien compris, il est fondé sur Damir el-Fard, la conscience de l'individu. Ça, c'est le système laïque, c'est vrai. Et il dit, le système islamique, c'est pas ça. Le système islamique, il est fondé sur des lois de Dieu. Shara' Allah. Avec des conséquences très concrètes. Et il l'explicite dans son ouvrage, alors il n'est pas traduit en français, son ouvrage-là, à ma connaissance, mais il explicite, il dit, vous ne pouvez pas remettre en question, par exemple, le fait de la polygamie, le droit de la polygamie. Vous ne pouvez pas remettre en question le fait que l'homme et la femme n'héritent pas de la même manière. Vous ne pouvez pas remettre en question les peines corporelles. Donc, vous voyez qu'il ne s'agit pas ici d'un lexique hors sol, il s'agit d'un lexique très concret. Vous ne pouvez pas remettre en question, dit-il, il écrit, vous ne pouvez pas remettre en question talaq, c'est-à-dire la répudiation de l'homme à l'égard de sa femme, qui est la manière dont le divorce prévaut dans le contexte égyptien. Je te répudie, je te répudie, je te répudie, 3 fois à l'oral, ça suffit, et la femme est considérée comme divorcée de l'homme. D'accord ? Donc ça, Youssef El-Qaradawi, c'est nous, c'est notre système, ce sont nos ahkam, nos prescriptions, et on ne peut pas les remettre en question. Et il s'inscrit dans un paysage dominant du magistère religieux islamique. Ça a des conséquences très concrètes et mondiales, puisque les États membres de l'Organisation de la Conférence islamique, en 1990, adoptent un texte qui est une contre-proposition à la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et cette contre-proposition s'appelle la Déclaration des droits de l'homme en islam, qui est adoptée au Caire 3 ans après cet ouvrage-là, qui n'est qu'une illustration parmi d'autres, et qui est
adopté donc en août 1990 au Caire. Et tous les droits sont subordonnés aux prescriptions islamiques sous l'étiquette de la charia. Et il est spécifié, vous avez 25 articles, il est spécifié qu'on ne peut comprendre tous les droits qu'à la lumière de l'interprétation de la charia telle qu'elle est préconisée. Il y a un autre article qui est très important, en dehors des articles 24 et 25 qui récapitulent l'ensemble des articles précédents sous le chapeau de la charia, c'est l'article qui pose en principe que l'islam est la religion de l'innéité. Ça veut dire que tout être humain naît musulman. Et que si vous ne l'êtes pas, c'est parce que dans vos ancêtres, il y a eu un détournement. Et c'est toujours le même article, il est interdit à toute personne de profiter de la pauvreté ou de l'ignorance d'un être humain musulman, donc, pour le faire changer de religion, ou le conduire à l'athéisme. Ce cadre-là est un cadre prévalent dans les années 90. Par exemple, les États de la Ligue arabe adoptent un code pénal unifié qui reprend des éléments. Il se trouve qu'ils ont un code pénal unifié de la Ligue des États arabes, mais ils n'introduisent pas des modifications dans leurs codes pénaux nationaux. Donc on a une forme de schizophrénie entre un code pénal régional qui n'est pas appliqué là où il n'était déjà pas appliqué, et des codes pénaux nationaux qui sont liés à une tradition qui est nationale, qui peut avoir une influence religieuse, où on peut retrouver des influences religieuses, mais des codes pénaux qui sont aussi liés à du droit international, c'est-à-dire les textes internationaux qui ont été ratifiés par ces États pour être membres des Nations Unies, et notamment le pacte de 1966 dont je vous ai parlé. Au début des années 90, donc, nous assistons à cette tension la plus vive concernant la remise en question de l'universalité des droits tels qu'ils avaient été pensés et conçus en 1948. Et un moment illustre cette tension, c'est la conférence de Vienne de 1993, où des acteurs, qui ne sont pas forcément des acteurs extérieurs à l'espace européen ou nord-américain, ça peut être des acteurs qui viennent de l'espace européen ou nord-américain, ou australiens, néo-zélandais. Mais ces acteurs-là disent il n'y a pas de droit universel. Il y a des droits culturels. Les droits dits universels sont en fait des droits occidentaux. Et ce sont des occidentaux qui ont voulu les imposer à l'ensemble de la planète, notamment pour exercer leur domination ou continuer à exercer leur domination sous une forme ou sous une autre. Et en plus, leur application est à géométrie variable en fonction des rapports de force géopolitiques. Alors sur le deuxième point, effectivement, c'est la réalité. Sur le premier point, c'est une position de principe qui est liée à des interprétations. Sur le second point, c'est objectif. Sur le premier point, vraiment, il y a à discuter. Et donc, aux droits individuels, notamment celui de liberté de conscience, sont opposés des droits de minorité. Avec cette tension, si vous posez en principe que tous les êtres humains sont égaux en droit, et que parallèlement vous accordez des droits à une minorité, où au sein de cette minorité, les droits ne sont pas égaux entre, par exemple, les hommes et les femmes, eh bien vous avez un hiatus. Et c'est le cas, par exemple, au Royaume-Uni. Le Royaume-Uni dit à ce qui est appelé la communauté juive, vous pouvez faire prévaloir vos droits, par exemple en matière de mariage et de divorce, ce qui veut dire que les femmes juives et les hommes juifs au Royaume-Uni n'ont pas les mêmes droits, puisque le droit rabbinique n'accorde pas les mêmes droits à la femme et à l'homme en matière de divorce. Là, le cas français refuse ça. C'est-à-dire l'État français n'est pas dans cette perspective-là. Mais vous voyez pourquoi le Royaume-Uni est différent de la France et critique, pour une partie des intellectuels britanniques, critique le modèle français, ou j'appelle modèle au sens neutre, c'est-à-dire le paradigme français, et il y a un paradigme britannique, parce que précisément ils ne défendent pas la même chose. Ils n'ont pas la même perspective de ce point de vue. Il faut avancer vers la conclusion. Je voudrais évoquer avec vous différentes formes de contestation qui viennent d'Asie, et en particulier de la Chine,
la Chine, dans les années 90, a été porteuse des droits asiatiques. Droits asiatiques au nom de la différence culturelle. Et puis l'Inde, et notamment des groupes hindous en Inde, ont également contesté l'universalité de ces droits. Et c'est notamment le cas du parti au pouvoir depuis maintenant une vingtaine d'années, le BJP, qui dit non, nous, les droits dont vous nous parlez, ce sont des droits qui ont été imposés par la colonisation. Ce qui a comme conséquence la chose suivante. Si vous êtes, par exemple, bouddhiste et que vous contestez les principes qui sont écrits dans la Charte universelle, dans la Déclaration universelle des droits de l'homme en France, en disant ce ne sont pas des droits universels, ce sont des droits occidentaux, mais que vous êtes persécuté à un autre endroit parce que vous êtes bouddhiste et vous vous réclamez de cette charte-là, vous voyez, de cette déclaration-là. Vous voyez bien qu'il y a ici une tension entre les deux. Idem pour un musulman. Un musulman qui dit mais ce ne sont pas des droits universels, mais qui en Chine, en tant que Ouïghour, il est emmené dans des camps parce que le régime chinois dit je suis d'accord avec vous, ce ne sont pas des droits universels, donc je vous mets en camp. Vous voyez où est le problème ici sur la contestation de l'universalité des droits. Et je ne parle pas ici au sens théorique du terme. La résolution de cette tension apparaît dans un nouveau texte de l'organisation de la conférence islamique qui s'appelle maintenant Organisation de la coopération islamique et qui a été adoptée en 2020 et qui m'amène vers ma conclusion. En 2020, l'Organisation de la conférence de la coopération islamique a adopté une nouvelle déclaration des droits de l'homme qui s'appelle Déclaration des droits de l'homme de l'OCI, donc 30 ans après celle de 90. 25 articles, le même nombre. Il n'y a plus aucune référence à la charia dans le nouveau texte. Plus aucune. Il y a des références aux principes de l'islam. Mabad el-Islam. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'il n'y a pas d'explication. Pourquoi, alors que la notion de charia et l'expression de charia était si centrale dans le texte de 90, pourquoi cette notion n'apparaît absolument plus dans le texte de 2020. Autre changement, ce sont les droits nationaux qui sont mis en priorité. Ça veut dire qu'on gère les choses au niveau politique et dans le cadre de l'État-nation. Autre changement, vous avez un article explicite incluant liberté de conscience, Hurriyat ad-Damir, et Hurriyat ad-Diniya aussi, la liberté de religion. Donc c'est très intéressant ici, qui est limité par d'autres articles, mais il y a un article qui, en toutes lettres, reconnaît la liberté de conscience en 2020. Vous voyez ici qu'il y a une traduction d'un malaise de la part des autorités politiques et religieuses musulmanes à l'époque contemporaine, comme on avait vu en 65 un malaise du point de vue des autorités catholiques, comme on voit un malaise du côté des autorités hindoues, parfois, sur ces sujets-là. Ce n'est pas spécifique à une religion, encore une fois. Historiquement, je voudrais qu'on comprenne bien ça. Mais on voit bien ici un malaise parce qu'on voit les conséquences que ça a. Et si on les adopte pour nous, en disant nous avons d'autres droits que vous, mais comment on fait pour l'expliquer à 10 000 kilomètres de là, dans un endroit où nous sommes minoritaires? Vous voyez, en fait, c'est ça l'enjeu qui s'explique. Conclusion. Conclusion. La liberté de conscience, comme notion et comme droit, ont une histoire très récente. A une histoire très récente. C'est une histoire qui est une histoire extrêmement contestée pour plusieurs motifs. Tout régime qui fait prévaloir un groupe sur des individus ne peut pas reconnaître cette liberté-là. Tout régime qui empêche ou qui restreint par trop la liberté d'expression, il n'y a pas de liberté absolue, c'est pour ça que je dis par trop,
qui restreint par trop la liberté d'expression, ne reconnaît pas la liberté de conscience. La liberté de conscience est intrinsèquement associée à la liberté d'expression. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir dire publiquement que vous voulez changer ceci, que vous ne voulez pas respecter cette prescription-là, que vous voulez pas. Sans la liberté d'expression, ça n'a pas de sens. On peut très bien dire, les pères peuvent très bien dire, vous faites ça chez vous tranquillement, mais vous n'avez pas la liberté, tant que vous ne pouvez pas le dire dans l'espace public. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'il faut qu'il y ait un État qui soit suffisamment libéral pour reconnaître ça. Ce qui est une minorité d'États à l'heure actuelle, dans le monde. Il y a une minorité d'États qui accorde ça dans le monde à l'heure actuelle. Ce qui signifie, en amont, et c'est ce qui nous intéresse du point de vue de l'histoire intellectuelle, c'est qu'il faut une anthropologie pour fonder ce droit. C'est-à-dire reconnaître que la personne humaine a une valeur, qu'elle a une conscience, et que à cette conscience peut être attribué des droits. Mais toutes les sociétés et toutes les anthropologies ne portent pas ça. Donc il faut pouvoir le récapituler dans votre anthropologie, dans votre culture, dans votre langue, si vous voulez le faire prévaloir. Et tout à l'heure, je vous ai parlé de la conférence de Vienne de 1993. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des Kenyans, il y a des Hongkongais, il y a des qui ont dit, au moment où il y avait une contestation de l'universalité des droits, mais nous les voulons, ces droits-là. Ce n'est pas parce que nous sommes Kenyans ou Hongkongais que nous voulons des droits africains ou des droits asiatiques. Nous considérons que ces droits, ils sont bons. Donc, quelle que soit leur origine historique, ces droits sont bons pour nous et donc ils ont une dimension universelle. Je vous remercie.